Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de la FPBN. Je suis Nidal Nabarabou, donc je suis psychiatre à Rennes et je suis doublement ravie aujourd'hui de vous avoir déjà en web conférence de la FPBN et de partager ce webinaire avec mon ami Amine Benyamina. Donc bonjour Amine. Bonjour Lidal. Alors, Amine est professeur des universités PUPH à Paris, à Villejuif. Il est chef de pôle et il est président de la Fédération française d'addiction. Il est chercheur en addicto à l'Université de Paris-Saclay et enseignant. Et donc, l'idée, c'était de faire un webinaire intersection, parce que vous savez que la FPBN est une association qui a plusieurs sections. Et là, c'est la section addicto et la section psychiatrie légale qui ont décidé de faire une thématique d'actualité. Parce qu'on va parler avec Amine des de nouvelles drogues, nouvelles façons d'utiliser les substances psychoactives. Et après, dans un second temps, je vous parlerai de la nouvelle loi sur l'irresponsabilité pénale, parce que la loi a été modifiée en janvier l'année dernière, et donc pour avancer et que vous soyez vraiment informés. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Amine. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez un chat. On va faire au fil de l'eau, on va prendre vos questions. Et donc, on va être interactif et vous pouvez les écrire et je les poserai et Amine me les posera à son tour au fur et à mesure de l'avancement du webinaire. Donc, c'est en bas à droite. Vous pouvez nous poser vos questions en direct. Donc, Amine, à toi, je te laisse la main. Merci beaucoup Nidal. Merci d'avoir eu cette lumineuse idée d'associer ta section de psychiatrie légale avec la nôtre, la section addictologie, que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer avec Benjamin Roland et Mickaël Nassila, que je remercie évidemment d'être de la partie. Voilà, donc bon, écoute, j'ai fait évidemment beaucoup de dias, mais n'ayez crainte, lorsque je passerai vite, c'est que j'aurai probablement déjà annoncé la couleur sur la diapositive d'avant, ou alors j'aurais compensé par le propos. En tout cas, si vous avez besoin, comme le disait très justement Nidal, de nous interpeller pour que ça soit, même si c'est derrière l'écran, pour que ça soit interactif, n'hésitez pas à poser les questions à Nidal qui va m'arrêter, comme elle sait le faire, pour m'interroger à votre place. Alors, je commence pour d'abord mettre en place un certain nombre d'éléments. Nidal avait annoncé ce qu'on appelle les NPS, hein, on le voit souvent, et là c'est une connotation, ou c'est une appellation qui maintenant est entrée dans la presse quotidienne, dans les propos. C'est des nouveaux produits de synthèse, ils sont, comme son nom les indique, ce ne sont pas des produits naturels, mais fabriqués dans des laboratoires, le plus souvent, pour ne pas dire tout le temps clandestins. Donc, ce sont des molécules synthétisées en laboratoire par des chimistes clandestins ou des cookers. Bon, vous allez avoir beaucoup de jargon, hein. Si vous voulez être un expert effrimé, vous pouvez les noter. Ils sont fabriqués, c'est une fabrication évidemment non réglementée, avec un gros potentiel addictif et voir ce qu'on appelle, ils sont le plus souvent consommés par des voies particulières, la sniff, l'IV, ce qu'on appelle le slam, et le plug, ce sont évidemment par voie anale, ou le bombing, comme je l'ai dit. Les effets dépendent de l'individu, du produit. Et évidemment, on est dans une vraie jungle, puisque c'est ce qui rend difficile finalement la description et puis le repérage des phénomènes de consommation, notamment chez les jeunes. Et c'est un vrai problème de santé publique, parce que comme vous le savez, les NPS sont les produits qui ont vu leur consommation la plus augmentée ces dernières années, notamment au niveau des repères de l'OFDT. Donc, différentes dénominations, on les appelle des euphorisants. La plupart du temps, ce sont des euphorisants et rarement des sédatifs. Il y a plus de 450 nouveaux produits de synthèse depuis 1997. On est finalement derrière une course pour pouvoir les classifier, les repérer et connaître leurs effets. Donc, les pays producteurs, le plus souvent, c'est les pays asiatiques, Chine et Inde, mais en Europe, on a les Pays-Bas et la Pologne qui produisent aussi des NPS sur leur territoire, ça c'est extrêmement important.
Ils sont vendus le plus souvent sur les sites Internet et pour être plus précise, dans le darknet, c'est-à-dire Internet qui est pour le clandestin, dans la rue et dans des magasins spécialisés dans la vente. Alors, ce que je n'ai pas noté, mais vous l'aurez compris, ils sont aussi proposés beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est le nouveau marché à la mode. Le prix, c'est entre 8 et 20 euros. Vous voyez, c'est pas très cher. C'est pour ça qu'ils ciblent beaucoup les jeunes et les désargentés. Voilà, le prix diminue quand la quantité achetée augmente. Il y a tout un marché, tout un marketing autour de ces NPS. Et la revente se fait également dans la rue, parfois multipliée par 3. Et donc, on a une adaptation très rapide du commerce des NPS en fonction, évidemment, de la juridiction de la loi. C'est pour ça que l'intervention de tout à l'heure de Nidal tombe à point nommé. Le marché numérique, je l'ai dit, c'est un public connaisseur. Donc, les gens qui vont sur le numérique, ils ont des mots-clés, ils ont des codes, ils savent comment fonctionner. Et c'est essentiellement au niveau du darknet, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, le profil des consommateurs est important parce que ça donne une idée sur la manière avec laquelle on va aborder le sujet. On a un gros milieu consommateur de ces produits, notamment dans des milieux de fêtes et au cours des grands marathons sexuels, ce qu'on appelle le milieu SHSH, c'est homme, sexe, homme. Ce sont souvent des gros utilisateurs d'Internet. Ils consomment dans un espace festif et sexuel connu, notamment ce qu'on appelle le chemsex. Alors, ils ont leurs pratiques, ils ont leurs codes, et qui maintenant tendent à un tout petit peu disparaître et aller vers le milieu hétéro. J'en parlerai à la fin, puisque j'ai eu l'occasion de faire un rapport pour le ministre là-dessus, notamment lorsqu'il s'est avéré que cette pratique du chem, notamment le slam, touchait aussi les jeunes hétéros au milieu festif. Donc, il y a le milieu festif alternatif, les jeunes, comme je l'ai dit, évidemment. Les anciens dépendants qui ayant quitté des drogues classiques, se mettent à utiliser des NPS, notamment tous ceux qui étaient d'anciens héroïnomades ou bien des consommateurs de TSO, comme la buprenorphine. Les usagers occasionnels de drogue, c'est-à-dire les curieux, ceux qui sont très très bien la semaine et qui veulent se faire plaisir le week-end ou pendant les vacances, les explorateurs, les curieux. Et puis les It Reports, c'est un partage d'expérience, la plupart du temps au milieu privé. Ce sont essentiellement des milieux qui se connectent et qui se distinguent et qui se contactent par Internet. Vous avez bien compris que les NPS ont vu leur existence exploser grâce au numérique et grâce à Internet. Amine, oui. Excuse-moi. Christophe te pose la question, c'est sur le bombing. Tu peux repréciser ce que c'est, le bombing? Le bombing, c'est la prise par un dispositif aéronasal. Ok. Et il y a une personne qui pose la question, est-ce qu'on donne les PowerPoint? On ne donne pas les PowerPoint, mais alors c'est toi qui réponds. Vous pouvez regarder sur le site de l'AFPBN avec le partage des PowerPoint. Voilà, je te laisse continuer, Amine. Merci. Voilà. Alors, OK. Alors, on va voir maintenant ces produits. Quand je parlais tout à l'heure du bombing, c'est une espèce de bombardement par un effet comme on l'avait vu, comme on l'a vu sur quand tu vaporises aussi le THC, le cannabis. Hein. Il y a une grande quantité qui arrive. Les catinones de synthèse, ce sont des stimulants alcaloïdes contenus dans les feuilles de cat. Alors, le cat, c'est une feuille qu'on retrouve au Yémen. C'est un produit qui est consommé de manière rituelle. Hein. Il y a une espèce de mâchouillage comme ça. Mais dont on a évidemment extrait toute cette famille de nouvelles drogues. Les propriétés pharmacologiques sont similaires à ceux des amphétamines ou de la cocaïne, hein, c'est assez clair, et ce sont ce qu'on appelle des euphorisants légaux parce qu'on peut retrouver des catinones dans des préparations pharmacologiques. Ils peuvent être évidemment achetés sur Internet. C'est là l'explosion complète de cette famille. Alors, les catinones de synthèse, ceux que l'on retrouve maintenant et qui font l'objet d'intérêt de la part de la population et puis des pouvoirs publics et des journalistes, hein, pour des raisons évidentes, suite à l'actualité d'il y a 6 mois, 1 an. La plus importante, c'est la 3M, la 3M qui se décline sur plusieurs formes. C'est la méphédrone, je vous laisse lire, hein, la MDVP et la méthylone. Méthylone
Tous ces produits, on va les détailler. Alors, on a plusieurs formes, la 4-MMC, la 3-MMC, la alpha-PVP, la NRG, c'est un mélange de catinone. Je vous dis ça parce que parfois, dans notre pratique, les patients vous disent, bon, je prends de la 3-MMC, on se demande ce que c'est. Ben, ce sont des catinones, des euphorisants un peu similaires à la cocaïne, mais qui sont évidemment de fabrication synthétique. Donc, on a des effets psychotropes et qui dépendent, je le répète, de l'individu, du sexe et de la voie d'administration et du profil de la personne. Alors, la méphédrone, qu'on appelle aussi miaou, méo, tout ça, c'est le chef de file de cette classe dite pharmacologique, de fait, évidemment, avec des effets psychotropes aigus qui sont effets méthamphétamine-like. La durée est assez courte, mais c'est pour ça qu'on explique très souvent dans les protocoles de chemsex le fait de prendre et de reprendre et de faire des marathons sur 24-48 heures, de 5 heures, avec un gros potentiel addictif. Et les complications psychiatriques sont essentiellement des complications de type cognitif et somatique. Somatique, notamment quand on se lame sur les points d'injection, entre autres. On a eu des décès en Suède, mais évidemment interdite en France, puisqu'elle a été classifiée. Hop, pourquoi ça ne marche pas? Allons-y. La MDVP, dont je ne vais pas la détailler, c'est le sigle, effet cocaine-like, hein, comme on le dit. Durée de 7 heures, pareil, c'est à peu près les mêmes durées, de 5, de 7. On a une consommation compulsive un peu à la manière de la cocaïne, hein. Lorsque l'effet s'arrête, on recommence l'expérience. Gros potentiel addictif et on retrouve un syndrome sérotoninergique qui implique la MDVP et qui explique le risque de décès possible. La méthylone, analogue structurel de la MDMA, rappelez-vous la MDMA, parent direct de l'ecstasy, seconde drogue de synthèse la plus populairement consommée, et elle est vendue comme une solution liquide vanillée. Et parfois, vous pouvez retrouver des situations assez particulières et on vous envoie ces produits par la poste en disant que c'est de la vanille, hein, par exemple. Cette méthylone, elle a un usage aigu, elle entraîne de l'euphorie et de l'empathie, ce qu'on appelle des produits empathogènes. C'est pour ça qu'on les prend dans les soirées. C'est pour faciliter les contacts avec les personnes qui sont présentes comme vous, avec des effets indésirables de cette drogue qui sont identiques à celles de la méphédrone qu'on a vu. Et on peut avoir aussi des cas de décès. Et on a eu un cas de décès en 2015, mais depuis, on en a eu d'autres. Et c'est une drogue qui est devenue illégale en Suède, au Royaume-Uni, depuis 2010. Alors, on arrive sur ce qui constitue les drogues les plus souvent associées à la pratique sexuelle, HSH, la 4-MEC. Elle ressemble à la méphédrone, elle est vendue seule ou en combinaison, et c'est une drogue stimulante et entactogène, okay, rapidement vendue lors de l'interdiction de la méphédrone. Donc, dès qu'on interdit un produit, vous en avez un nouveau qui arrive et qui n'est pas encore interdit, parce qu'il faut du temps sur le plan administratif pour pouvoir classifier, interdire les drogues. Il y a un important phénomène de tolérance avec une conduite dopante. Il y a la flaca aussi, je vous le dis parce que vous pouvez l'entendre, hein, vendu sous forme de sel de bain en vérité. Donc, vous recevez bas de sal, alors que c'est un produit qui est une drogue, hein, avec un effet stimulant, avec comme effet indésirable l'agressivité, la violence, l'errance, le hurlement, la paranoïa, et parfois, on peut la retrouver comme étant une drogue récréative, addictive, pardon. Je vous dis ça parce qu'on a eu des cas de cannibalisme sous drogue, hein, à la faveur de pratiques sexuelles dans des partouzes, hein, sous l'effet d'une intolérance ou bien d'une surtolérance de ce produit. Alors, quels sont les effets recherchés de tous ces produits? Pardon, j'ai vu en expertise un mec qui avait bouffé les 2 seins de sa compagne, justement, pour confirmer ton propos. Voilà. Ouais. OK. Un instant. Hop. Je vais juste me faire une note pour la fin, parce que j'ai des trucs à te dire. OK, moi, j'ai eu des cas de patients que je suis qui ont eu un comportement qui a dépassé leur intention avec des actes de presque barbarie, hein, sous produit. OK. Donc, l'augmentation de la sociabilité, l'empathie, l'euphorie, les performances sexuelles et l'augmentation de la capacité de travail, en vérité. Là, pour le coup, dans le cadre sexuel, la capacité de coït. C'est vraiment ça qui fait que on recrute de plus en plus de personnes qui utilisent ce type de produit. Nine, Ouais.
On a Je t'en deux prie. questions. Allons-y. Ouais, alors déjà, il y a des gens qui ne nous voient pas en PowerPoint. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Ah bon? la majorité voit le PowerPoint? Il y a des personnes qui ne le voient pas. Donc, j'en suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Et il y a Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Tout le monde voit ou pas? Christophe te pose la question, c'est quoi un effet de surtolérance, s'il te plaît? Et C'est-à-dire lorsque, bien sûr, ce que moi j'appelle surtolérance en vérité, c'est-à-dire tu tolères, tu as un effet qui est recherché, mais ensuite l'effet recherché est dépassé par l'effet accompli. Voilà. Donc, d'accord. soit c'est pas surtolérance en vérité, c'est sursensibilité pour être tout à fait, parce que la tolérance, il y a la sensibilité, elle diminue, et ensuite on augmente les quantités consommées. Et Edith te pose la question, c'est quoi l'antactogène? Je n'ai pas entendu moi, mais Il y a peut-être. antactogène, c'est se toucher. OK? Ah, Ça d'accord, facilite le contact. d'accord. OK? L'antactogène, c'est ça. Et l'empathogène, c'est-à-dire on a le sentiment de comprendre ce que l'autre ressent pendant l'effet de consommation du produit. Alors, tout OK? le monde voit apparemment. Bonjour à Elie Winter, parce qu'il me répond aussi qu'il voit. Donc, Très bien. j'en profite. Allez, continue. Alors, les effets dits non recherchés, c'est-à-dire en vérité, c'est pas pour cela qu'on les prend. C'est évidemment, une fois passé cet effet explosif, il y a la descente qui est très pénible et qui très clairement fait utiliser d'autres produits pour pouvoir faciliter la descente, notamment soit des stimulants, soit des sédatifs en fonction du profil. Il y a la tolérance à l'augmentation des doses. C'est ce que je dis. Au bout d'un moment, là, on ne ressent plus rien. On augmente les doses, mais simplement l'augmentation des doses, mais à rude épreuve, évidemment, le cardiovasculaire, les capacités métaboliques, la déshydratation, c'est tout ça qui pose problème. Il y a la notion de craving, c'est-à-dire l'envie répressive de répéter l'expérience parce que c'est quelque chose que pour ceux qui l'ont vécu, extrêmement agréable et particulièrement high, c'est le high, sont bien. Et puis le syndrome de sevrage pour certains produits, pas pour tous. Et puis évidemment les complications psychiatriques aiguës chroniques avec aigus, c'est évidemment les risques de confusion, les risques de passage à la classique, auto-hétéroagressif, et les chroniques ensuite, et les problématiques essentiellement de type anxiété, troubles de l'humeur. Et on peut retrouver évidemment les complications psychotiques chroniques, elles sont rares mais graves. Ensuite, les somatiques overdoses, évidemment, et les interactions médicamenteuses. Les overdoses, on les retrouve essentiellement, mais tout simplement lorsqu'on rajoute des opiacés, notamment par exemple le fentanyl ou bien le tramadol à forte dose. Euh, on a aussi les problèmes somatiques liés au point d'injection, IST, VIH, hépatite, C, B, D. Je fais remarquer un point ici, puisque comme vous savez, on vit une révolution en matière de prise en charge des hépatites, notamment l'hépatite C, puisqu'on a les traitements pangénomiques qui nous aident maintenant à guérir l'hépatite C. Et depuis qu'on connaît ça, il y a un retour et avec la trithérapie, il y a une baisse de la vigilance et les gens pratiquent finalement le sexe sous produit, mais on ne prend pas leurs précautions, notamment avec son capote et son, donc, il y a des éléments de cette nature. Moi, j'ai eu l'occasion, le premier chemsexer que j'ai reçu, il était à sa troisième réinfection à l'hépatite C. Et il avait subi déjà 2 cures. Hein. Alors qu'avec les, Plutôt bénéficié plutôt que subi 2 cours, bénéficié 2 cours. alors que avec les nouveaux traitements de l'hépatite C, on devrait éradiquer l'hépatite Bien C. sûr. C'est Il y a, exactement comme le retour de HIV. Les gens lâchent la ouais, vigilance et essayent de forcément. se rappeler. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est important à avoir en tête, et notamment on reçoit, OK, on y va. Synthétique Athlon, New Public Health, bon, ça c'est un papier de Laurent, pas de problème. Alors, hop, je suis en train de regarder mon diaporama, donc, OK. Alors là, vous avez encore d'autres familles, donc je vous les cite, après on verra. Les deux MPA, méthiopropamine, c'est un analogue de la méthamphétamine. Vous voyez, c'est que des psychostimulants, durée 3 heures, effet toujours pareil, euphorie, augmentation d'énergie, hypervigilance, excitation sexuelle. On y est en plein. À conséquence, donc, des tachycardies, dysurie, dyspnée, douleur thoracique. Donc, la descente, elle est longue, 8 à 18 heures. Et elle comprend nausée, céphalée, énergie, vertige. Donc là, voilà.
D'autres structures chimiques importantes, vous avez le guide NPS de 2016, mais qui est déjà dépassé parce que depuis 2016, on a beaucoup de nouveaux médicaments ou beaucoup de nouveaux produits. Vous les avez ici, structures chimiques, composés proches de la mescaline. Donc, on est sur pratiquement les psychédéliques, hein, les psychodysleptiques. Action sur les récepteurs sérotonergiques et les effets recherchés, on les voit ici. Exacerbation sensorielle, hallucination visuelle. Là, on a changé, on n'est plus sur les psychostimulants, on est sur les psychédéliques ou les psychodysleptiques. C'est le visuel, un peu comme le LSD. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les complications qu'on retrouve ici, elles sont sériées. C'est des nausées, des vomissements, des diarrhées, donc gastro-intestinaux. On a des céphalées, une tension musculaire, une tachycardie, hypertension, confusion, désorientation, des phénomènes de tolérance, des phénomènes d'hallucination, l'attaque de panique, les délires, des perceptions paranoïa. Donc, vous voyez, globalement, il y a la perception, ensuite un élément de type cardiovasculaire et métabolique, et puis tous les phénomènes que l'on connaît, perceptifs, et à la fin, bon, on tombe sur les tableaux qui sont notre pratique régulière, c'est les phénomènes psychotiques aigus ou qui peuvent ensuite passer vers le chronique, avec des décès possibles. Alors, le cristal, le meth, le ice, qui évidemment a occupé l'espace il y a quelques années. Hein. Sur Netflix, vous avez des séries qui parlent beaucoup de ça. C'est une substance la plus consommée après le cannabis en Amérique du Nord. Ça a été vraiment une bataille qui a été perdue, hein, d'ailleurs, par les pouvoirs publics. C'est un dérivé de la N-méthyl de l'amphétamine, avec deux précurseurs chimiques, l'éphédrine et la pseudoéphédrine. Et on a d'autres produits qui, clairement, ils ressemblent, qui peuvent avoir un effet similaire. C'est la kétamine, le sucre kétamine détourné de son usage. On est bien d'accord, hein, c'est pas le Farbato ou la kétamine IV, hein. Les diverses bases, des soudes, l'ammoniac, l'acide. Amine, Oui. Jennifer te pose la question, c'est quoi une anergie et qu'est-ce que ça entraîne quand tu consommes des substances? C'est quoi l'anergie? L'énergie, c'est-à-dire on est totalement vidé, on est sans énergie, mais on n'est pas, c'est pas de l'asthénie, c'est-à-dire c'est à la fois, c'est comme une batterie à plat psychologique et physique, parce que la consommation des produits vient pomper tout ce qui existe comme potentiel énergique chez nous, et énergétique. Énergétique, c'est ça l'énergie. On n'a plus rien. On n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à se concentrer, on est physiquement totalement à plat comme une batterie, à énergie. OK? Merci. Alors, meth, voilà, c'est une drogue de synthèse. Donc, on a les drogues de synthèse, l'amphétamine, les hallucinogènes, extrêmement puissants, inodores et sans saveur, et c'est la raison pour laquelle on travaille sur l'information des risques d'intoxication de ces boissons, surtout dans les lieux publics. Une forme cristallisée ou poudre. Ensuite, le mode de consommation, c'est la consommation par voie buccale. La demi-vie est longue, 10 à 12 heures, quelle que soit la voie d'administration. Okay, on peut l'avoir aussi par voie IV. Donc, dans les populations générales, qu'est-ce qu'on retrouve? Pour les méthamphétamines, ce sont essentiellement les populations homosexuelles ou bisexuelles, les jeunes adultes, et avec comme effet toujours recherché psychoactif, la voie, donc l'introduction, et les différents noms de rue. Donc là, je vous fais un petit résumé de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le cristal, la méthamphétamine, ce qu'on appelle et bon, vous avez ici les street names. Hein. Okay. Vous avez ici Blue Met, Synanon, Crank, voilà. Alors, les tendances actuelles, vous les voyez, regardez. Finlande, Espagne, Lettonie, Royaume-Uni. L'Espagne a été beaucoup impactée par la consommation. On voit des pays chez lesquels ça repart. La France est vers la moyenne basse. On est moins impacté que d'autres pays. Hein. Mais bon, la tendance est installée de la consommation de CNPS chez les 15-34 ans. Hein, les jeunes et les adultes jeunes. Les consommations, pareil ici. Voilà, on les voit ici. Le MCDDA, vous avez les pays. On ne les voit pas très bien, bon, c'est pas grave. Alors, dans les effets cliniques aigus, on a des symptômes maniaques avec un binge sexuel, c'est-à-dire une consommation sexuelle effrénée, rapportée par les patients. Pas plus tard qu'hier, j'ai un patient qui m'a dit il devient quasi avide de sexe sous l'effet de ces produits.
il a du mal à s'arrêter et il est obsédé par le rapport. On a des symptômes psychotiques, notamment anxieux et dysphoriques. On a une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de la température, midriature, troubles du comportement. Et on peut avoir ce qu'on appelle des overdoses, euh, évidemment, avec un possible AVC. Je reviens sur le symptôme qui est rapporté de l'avidité sexuelle. Lorsqu'on met en place une démarche thérapeutique, le plus dur, c'est évidemment de faire le sevrage, on y arrive, mais ensuite, c'est l'expérience sexuelle de performance extrême. Et là, c'est difficile parce que les gens, quand ils reviennent sur une activité sexuelle classique et normale, ils ont un sentiment d'ennui, vous voyez, et de dégoût. Et certains, lorsqu'ils sont dans une démarche de sevrage, finissent par lâcher totalement la pratique sexuelle le temps que les choses reviennent à leur place pendant 6 mois, 1 an. C'est un peu comme les symptômes, l'humeur chez un maniaque. Il est trop content Absolument. qu'il est maniaque. C'est Et quand exactement ça. il C'est est timide, exactement ça. il ne Complètement. fait pas le deuil de Il son... s'ennuie complètement et quand il est euthymique, il a le sentiment d'être déprimé. c'est ça. Le syndrome de sevrage, il apparaît 24 heures après la dernière prise, suivi dans peu de temps. Dernière prise du produit, 87% des patients dépendants aux amphétamines, durée 7 à 10 jours. Donc c'est assez long, hein, contrairement à ce qu'on croit, avec des troubles du sommeil et notamment le craving. On a des cravings alimentaires, l'hyperphagie très importante aussi, de la fatigue. L'agitation, l'humeur dépressive et l'anédonie, l'anxiété, on trouve tous les éléments suite à une hyperstimulation de l'ensemble de l'organisme. Et ben, j'ai quelques patients qui, lorsqu'ils ils ont des marathons comme ça de chemsex ou bien de produits de cette nature, ils prennent 24 à 48 heures, ensuite ils s'arrêtent pendant 24 à 48 heures, ils disparaissent pendant 4 jours. Bon, les complications, vous avez ici, tout est atteint finalement, tout peut être atteint. La peau, sur le plan psy, les dents, le cœur, les maladies infectieuses, les reins, tout est susceptible d'être perturbé ou atteint. Alors, je vous fais maintenant un petit point et je passe la parole après à Nidal sur 2-3 slides. Tu as le temps, Amine, tu es Le top au temps? niveau timing. Oui, tu as vraiment le Bon, temps. Prends ok. ton temps. Alors, je voulais faire un point sur le CAMSES. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a eu ce phénomène qui est arrivé à la faveur d'un fait divers, mais il existait déjà depuis un moment et il résume à lui seul à la fois l'utilisation des nouveaux produits de synthèse, une pratique sexuelle et comment la consommation dans un milieu précis fait, entre guillemets, contamine le reste des milieux sur un mode où il y a une perte complètement des pratiques de RDR et de testing. Donc, l'usage de sexualité de drogue, il se réfère à l'usage de drogue dans un contexte sexuel, toujours, il permet de maintenir, d'améliorer, désinhiber, faciliter l'expérience sexuelle, ce qu'on est party and play, ce qu'on appelle. Il y a des gens vraiment, des grands timides qui, sans ce produit, n'ont pratiquement aucune activité sexuelle et ils ont du mal à aller vers l'autre. L'usage de drogue chemsex ayant avant ou pendant une activité sexuelle planifiée. Je vous ai parlé tout à l'heure de catinone, de GBL, GHB, j'en parle maintenant, et de méthamphétamine, kétamine. Et on peut avoir un usage de drogue de chemsex en dehors d'un contact sexuel. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez prendre des produits de chemsex, mais même si on les appelle les chemsex, mais pour danser, pour vous éclater. Voilà. On a quelques éléments à définir en matière de terminologie. Le barbac, le barbacking, ce sont des relations sexuelles anales volontairement non protégées. C'est ce qui très clairement a été un des objets de la reprise des contaminations HIV et HBC. Et les circuit parties, ce sont des événements festifs d'envergure internationale, réunissant dans une ville spécifique et sur plusieurs jours des milliers de H-sex. Et donc, évidemment, les convocations et puis et l'annonce se fait toujours par les réseaux sociaux, soit le net classique ou le darknet. Et on a à ce moment-là un usage d'ecstasy, de GHB, de kétamine, de méthamphétamine et une profusion de produits à disposition. Et puis on a le cloud, c'est une modalité de consommation qui consiste à inhaler des substances avec une pipe. Ce n'est pas le cloud d'iPhone. Okay. La terminologie, donc le plan KEMS, ce qu'on appelle le plan KEM, vous avez des gens qui s'envoient comme ça des messages, notamment sur Tinder. Voilà, je vous donne un exemple. Salut, ça va? Bien à toi? Dispo plan KEM.
Chaud, t'as quoi? 4 GBL, cool, je viens, je t'attends. Voilà. Donc, on six messages, on sait à qui on a affaire et on avance. Vous voyez? Et ça se fait sur Tinder. Entre autres, hein, entre autres. Il n'y a pas que ça. Donc, les sex parties, ce sont des sessions chemsex qui se déroulent dans un lieu privé. Et le slam, ce sont une partie prenante du chemsex où on consent par voie intraveineuse. Le slam, c'est l'intraveineux. OK? C'est du chem par voie intraveineuse. Bon, les drogues du chemsex, vous les avez ici. Opers, GBL, catinol, voilà, vous les avez ici. Mais il y a aussi ce qu'il faut avoir en tête, souvent, des produits que l'on retrouve en pharmacie, hein, qui sont des stimulants, des stimulants sexuels classiques, hein, Levitra, Viagra et Cialis. Alors, les effets recherchés, toujours pareil, c'est l'euphorie, la désinhibition, les performances sexuelles, et il y a un caractère aphrodisiaque. Ça augmente évidemment l'envie et puis la stimulation par la prise de ces produits. Et puis, on a des plaisirs nouveaux qui sont décuplés et très souvent, on parle de marathon sexuel. C'est rarement deux personnes, la plupart du temps, c'est plusieurs. Moi, j'ai beaucoup de chemsexers. Ils commencent souvent à deux, ensuite, ils font l'expérience à plusieurs. Et quand on est dans une démarche thérapeutique, on les amène à se retrouver à deux dans un rapport avec leur partenaire habituel pour pouvoir travailler le lâchage finalement ou bien se libérer du produit. Les pratiques à risque infectieux, évidemment liées à la consommation des drogues, partage évidemment de seringues, réutilisation, matériel d'injection, matériel de sniff. Au début de la séance, évidemment, les gens sont prudents parce qu'ils ont toute leur capacité de discrimination, de raisonnement. Et plus le marathon avance, et moins on est prudent. OK? Ils sont liés aux pratiques sexuelles, rapports sexuels non protégés. Il y a le fist fucking ou le fisting, vous savez ce que c'est, évidemment. C'est le fait de pénétrer son partenaire par le poing, soit de manière anale, soit de manière vaginale. Et là, ça augmente les traumatismes locaux et donc les risques de contamination. Et puis les plugs ou le bombing, c'est le mode d'administration de substances mélangées à de l'eau dans le rectum, à l'aide d'une seringue dont on a retiré l'aiguille. Alors, le slam, je fais juste un focus sur cette pratique du chem. Slammer, ça vient de claquer, c'est taper. C'est une injection intraveineuse de produits de type psychostimulant. OK? Ça peut pas être autre chose. Dans quel cadre? C'est une sexualité. Le plus souvent, le slam se fait en groupe, avec des rencontres sur l'Internet pour thématique le chemsex. Hein? Voilà. Donc, ils ont leur jargon, ou via une géolocalisation, et on sait où on est. Et les sessions, elles sont organisées, elles peuvent durer jusqu'à plusieurs heures. On a eu des cas de 2-3 jours. Hein. Et ce sont des pratiques qui ont commencé entre 2007 et 2009, notamment en Grande-Bretagne, en Angleterre. OK? Donc, c'est arrivé tranquillement dans le reste de l'Europe. OK. OK. La position du slam, musique, sexe, prise de drogue, chemsex, slam. Voilà, donc c'est là. Donc il y a tout un mélange, tout un décorum qui se met en place et dans un cadre très, très agréable, le plus souvent dans des lieux privés, pour ne pas dire tout le temps. Alors le slam régulier, c'est l'apprentissage des auto-injections. Il y a toujours quelqu'un qui initie l'autre. Notamment lorsqu'on échange, il y a quelqu'un qui ramène le matériel, qui initie ou bien qui injecte. Alors, il y a des effets de lune de miel avec ce qu'on appelle un effet positif, je gère, je contrôle. Et ensuite, quand il ne gère plus, il ne contrôle pas, ils viennent nous voir avec des règles d'asepsie à respecter. Ça, c'est donc quand ça se passe bien. Quand ça ne se passe pas très bien, évidemment, il y a des contaminations et des risques de violence subie ou agie, avec le risque au fur et à mesure des plans, avec des injections toutes les 15 à 30 minutes, toute la nuit. Évidemment, là, pour le coup, il n'y a plus personne qui contrôle. Il y a souvent quelqu'un dans des parties slam qui est là pour arbitrer, qui ne consomme pas. Alors, où on en est là sur le slam régulier, on a bientôt fini. Donc, le risque, ce n'est pas de désinfection, échange de seringues, rapport sexuel non protégé. Donc, on est sur la diminution l'augmentation du risque, non pas la diminution, avec une méconnaissance du risque IV. Alors, ces pratiques-là, on les retrouve chez les hétérosexuels qui n'ont pas finalement la pratique du slam qui a été élaborée et encadrée, notamment dans les HS,
H. C'est la raison pour laquelle on a commencé à se poser des questions sur les risques hétéros. On gère les 24 heures de récupération, l'impact professionnel, social du couple, l'impact sur la santé mentale et physique. Il y a des slammers qui vont bien, hein, mais malgré la pratique à risque. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc, les conséquences du chemsex, on les a ici. L'intoxication de la surdose, elle est toujours il y a toujours un risque, notamment sur les mélanges, sur les produits qui sont proposés, ne l'oublions pas, par des trafiquants. Hein, c'est pas, vous n'allez pas acheter ça en pharmacie. Hein. L'hépatite C, le VIH, les autres hépatites, les IST, l'isolement social professionnel, les troubles psychologiques, et voilà, c'est ça les conséquences qui sont faciles à évidemment identifier. En pratique, on a ce qu'on appelle des méthodes de RDRD, réduction des risques et des dommages, RDRD. On apprend à s'injecter avec l'asepsie, on sensibilise aux risques, on propose évidemment les préservatifs, les gants évidemment dans le cas du fist fucking, de fisting. On dépiste les pathologies associées chez les personnes qui vont pratiquer et on propose une prise en charge addictologique et les comorbidités une fois la maladie installée. Je mets juste un point, parce que ce n'est pas le but des approches thérapeutiques. Il n'existe aucun traitement curatif spécifique de l'intoxication. Hein. On a vraiment, c'est au cas par cas, en dehors des opioïdes de synthèse, évidemment. Pourquoi? Parce que les opioïdes de synthèse, on peut les gérer par les TSO, les traitements de substitution par voie orale. Les différents axes de prise en charge doivent envisager d'abord le traitement symptomatique, non spécifique. Il délire, antidélirant, il est anxieux, anxiolytique, voilà. On gère en fonction du tableau qu'on a sous les yeux. Hein. Et le traitement des complications, quand on a les comorbidités, on les gère comme d'habitude. Et la problématique somatique, pareil. Antibiotiques, anti-infectieux, traitement pangénomique, si on a une trithérapie, voilà. Et la prise en charge des comorbidités addictives, c'est toute la prise en charge de l'addiction classique, hein, soit des TSO, soit l'accompagnement par les TCC, par le travail de monitorage et la réduction des risques et dommages qui sont importants, notamment pour ce qui est du SLAM. Là, je vous montre juste les questions qui m'ont été posées à l'époque par le ministre de la Santé pour faire le rapport sur le chemsex que j'ai remis, dont il n'a rien fait, donc bon, on verra bien, dont ils n'ont rien fait. Mais je pense que ça va revenir parce qu'il y a, une vraie demande de mise en place des grandes propositions qui ont été faites au ministre de l'époque. Merci beaucoup. Si vous souhaitez le télécharger, le rapport, il fait une centaine de pages avec les grandes propositions grâce au lien. Voilà, j'ai été un peu bavard. Merci Nidal et merci à tous. Bah, t'es pas super bavard, ça va. Écoute, c'était super clair. Écoute, moi, j'ai juste envie de te dire, tu m'as fait hyper peur, quoi. Ah oui, oui. Tu m'as fait hyper peur. J'ai déjà entendu tes propos. Je sais à peu près, on est un peu initié, mais on a l'impression d'être quand même très largué, quoi. On n'est pas au courant de ce qu'il y a, ouais, évidemment, c'est des produits d'initiés. Mais nous, quand on reçoit aussi ces informations, on est quasiment à la fin d'un circuit. Hein. Alors, j'ai envie de te poser des questions pratico-pratiques, Amine, au point de vue empirique, ton vécu à toi. C'est comment ils viennent jusqu'à chez toi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se rendent compte, c'est une complication somatique qui les amène, c'est l'addiction en elle-même. Comment les gens poussent la porte d'un praticien addictologue suite à ces pratiques et ces addictions nouvelles-là? Eh ben, ce sont des gens qui viennent soit par le circuit de la médecine des maladies infectieuses, soit des personnes qui commencent à prendre conscience parce qu'ils ont entendu parler de ça, ou alors ils ont une pratique dangereuse, ou alors c'est le juge, ou alors, voilà, ils ont un problème médico-légal et ils veulent montrer qu'ils sont capables de s'en sortir, ils veulent se faire soigner. Rarement, ils ne viennent rarement comme ça seuls. Alors, il y a quand même des collègues qui vont dans des structures, ils font du testing, ils font de la RDR dans des milieux où on pratique le chemsex, notamment des milieux homo. J'ai une collègue, Hélène Donat-Durigol, à Montpellier, elle fait une fois par semaine, elle va dans ces milieux, elle travaille avec eux, elle leur donne des infos, elle leur explique comment finalement se droguer sans tomber malade. C'est ce qu'on appelle la RDR pure. Voilà. C'est ça les circuits. Alors, j'ai une question, oui, Hélène, elle est courageuse, hein, franchement. Dis-moi, il y a Nicoletta qui te pose la question, c'est quoi la kentomanie? La quai?
La kentomanie, elle écrit ça. Moi, je n'ai pas entendu que tu aies parlé de kentomanie. Peut-être pas, non? Oui. Kento, attends, je vais K-E-N, noter. oui, mais kentomanie. Sinon, on te pose aussi, Pedro, il te pose la question sur le rôle des associations. Elles ont un rôle extrêmement important. Est-ce que vous travaillez avec les associations en tant que psychiatre addictologue? Est-ce que Oui, bien sûr, on le fait beaucoup. Les associations d'usagers ou les associations d'autosupport ont une mission extrêmement importante parce que ce sont des expérimentateurs et qui sont capables de nous rapporter finalement le vécu et elles sont crédibles vis-à-vis du milieu dans lequel cette pratique a lieu. alors, tu travailles avec quelle association, toi, Toutes. de... Moi, je suis à la Fédération française Addicto. J'ai Psychoactif, il y a ASUD, il y a Aide, il y a toutes, Addiction France, toutes. Si Ok, c'est parler de la quintomanie, c'est la pratique où on aime se faire des piqûres, quoi. c'est ça. Christophe a déjà répondu en disant c'est le plaisir de l'auto-injection. Voilà, Moi, merci. je vois pas. OK. Bon, bah, je vais avancer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de Ça temps. marche, OK. Pour parler un petit peu du lien, tu m'as donné, quand tu as dit c'est les soins pénalement ordonnés qui emmènent C'est ça. aussi les personnes vers le soin, enfin les personnes addictes vers le soin. Donc, c'est une belle transition. Moi, je voudrais planter un petit peu le décor parce que toutes les pratiques que tu nous as décrites sont des pratiques à risque pour la personne, mais à risque pour d'autres personnes. Et quand on dit il y a un lien quand même, c'est hyper important au niveau criminologique. Il n'est plus à déterminer entre la consommation de toxiques et le passage à l'acte médico-légal. Passage à l'acte criminel et toxique ne font pas bon ménage. Plus on consomme des toxiques, c'est un risque criminologique et on fait des passages à l'acte. Alors, le rôle de l'expert, c'est de savoir est-ce que la personne qui a fait ce passage à l'acte criminel, notamment un homicide sous drogue ou des viols régulièrement ou d'autres actes criminels sexuels ou non sexuels, est-ce qu'il est responsable, lui ou non? Alors, pour le commun des mortels, quand on a bu, on a 3 grammes d'alcool dans le sang, on ne sait pas où on est, on ne sait plus où on est, on a un blackout total et on ne peut pas imaginer, si on fait un passage à l'acte, comment on peut être responsabilisé au sens de la loi. Parce que quand on a commencé à boire, on était maître de soi, on avait notre autodétermination et on n'était pas ni aliéné ni malade et on a choisi de boire. Et donc, c'est pour ça, pour le législateur, en tout cas en France, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays et il n'y a pas d'harmonisation sur cette responsabilité ou abolition de la responsabilité. Mais en France, on est responsable. Alors, qu'en est-il pour les drogues et quel est le rapport entre maladie mentale, consommation de drogue et responsabilité pénale? Alors, je vais parler de ça parce qu'il y a eu un changement de la loi. C'était un événement hyper important pour pour tout le monde, hein, pour les personnes qui travaillent à l'interface police, justice et psychiatrie. Pourquoi? Parce qu'avant, le premier code, c'est le code napoléonien, il était en 1810. On a changé, c'est le nouveau code pénal, c'est le 1er mars 94. Et là, on a assisté l'année dernière à un changement du nouveau code pénal sur l'article 122.1. Alors, c'est quoi l'article 122.1? Bon, tous les gens connectés sont des gens initiés, mais je le rappelle, c'est l'article qui est l'article phare euh, auquel les experts psychiatres s'attachent pour savoir si la personne, au moment des faits qui lui sont reprochés, s'ils étaient réels et avérés, était reconnue responsable au sens de l'article 122.1 et non pas abolie ou altérée au sens de cet article. C'est-à-dire, est-ce que les personnes avaient toute leur tête, tout leur esprit, toute la clarté de leur décision au moment du passage à l'acte? Et donc, à chaque expert, au moment de l'expertise, doit se prononcer sur cette présence ou pas d'une abolition du discernement, d'une altération du discernement ou d'un discernement complet au sens de l'article 122.1. Et cet article, ce fameux article 122.1, a changé l'année dernière. Et donc, il y a eu un changement par rapport au nouveau code pénal. Donc, je vais expliquer un petit peu et rapidement comment les choses
sont arrivés là. Alors, Napoléon, c'était 1810, changement au 1er mars 94 et un changement l'année dernière. Donc, c'est quand même fondamental et essentiel. Pourquoi on en est arrivé là? Avant, je voudrais rappeler, Amine, des chiffres. L'abolition du discernement, au départ, et avant l'arrivée de la Chambre de l'instruction en 2008, on parlait de non-lieu, c'est-à-dire on ne juge pas le malade, on ne juge pas le fou. Ah, ça, c'était depuis le temps médiéval jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans un pays de droits de l'homme et quand quelqu'un est malade et a une pathologie mentale avérée, il ne peut pas être jugé parce qu'il est malade. Et donc, ce non-lieu a diminué, a été divisé par 4 entre 1980 jusqu'en 2010. Est-ce que les chiffres sont parlants en eux-mêmes? Est-ce qu'on a tendance plus à responsabiliser les malades mentaux? Est-ce qu'on va vers une restriction du champ de la responsabilité pénale? Eh bien, j'ai envie de dire oui. Quand on divise par 4 l'irresponsabilité pénale, c'est que quelque part, on a tendance à plus juger les malades, à plus juger les patients, les fous, entre guillemets, qui étaient non jugés dans le temps médiéval. Alors, tendance à la diminution de la déclaration d'irresponsabilité pénale, c'est vrai, tous les chiffres le disent. On a, en tant qu'expert, beaucoup moins de rapports d'expertise qui abolit totalement le discernement. Alors, la proportion aussi, ça, c'en est un autre reflet. Il y a beaucoup plus de malades mentaux dans les prisons. Donc, la proportion de malades mentaux incarcérés continue toujours à augmenter. Le rapport Rouillon l'a dit, d'autres rapports l'ont écrit, avec une étude sur toute la détention en France. 15 à 20% de nos détenus actuellement en prison souffrent d'un trouble mental, d'une maladie psychiatrique. Et dans ces patients-là, il y a quasiment entre 4 et 5% des patients qui sont schizophrènes. Et il y a des schizophrènes qui sont en prison et des schizophrènes qui sont en état aigu ou en état en trouble, ils n'ont pas de rémission symptomatique. Et donc, il y en a. Donc, tu vois, Amine, on a de moins en moins d'irresponsabilité pénale et on met de plus en plus les malades mentaux en prison. Alors, est-ce qu'on va vers une pénalisation de la folie? C'est très important les étapes pour comprendre pourquoi on est arrivé à changer cette loi du 122.1 l'année dernière. 95, il y avait l'irresponsabilité pénale, le juge d'instruction. Vous savez, quand il y a une procédure criminelle, d'abord c'est le parquet envoie à l'instruction instruit. Et à l'instruction, on fait l'expertise. S'il y a une abolition, on arrêtait là. C'était l'ordonnance de non-lieu pour trouble mental. Sauf que quand il y a un mari qui perd sa femme décapitée ou une maman qui perd son fils poignardé dans la rue par un malade mental, il y a une insatisfaction, une non-réponse de la justice pour ces victimes et pour les ricochets de victimes. Donc, une insatisfaction totale qui s'exprimait. Et donc, il s'estimait qu'aucun procès n'est fait pour ces malades mentaux et il n'y a pas de reconnaissance de leur préjudice et de la réalité de l'infraction qu'ils ont subie. Et donc, l'affaire de Romain Dupuis a changé beaucoup. Le garde des Sceaux, à l'époque, il avait parlé, il avait dit « Je ne suis pas sûr que le mot non-lieu soit parfaitement compréhensible pour un mari dont on a égorgé la femme ou par une sœur dont on a décapité la tête. » Vous vous souvenez, c'était à Pau, dans un service de psychiatrie, où une aide-soignante a été décapitée et une infirmière poignardée par Romain Dupuis. Romain Dupuis, qui ne sort pas d'unité de malades difficiles, malgré la demande insistante des psychiatres et malgré la demande des équipes qui le soignent, c'est une affaire qui est quand même très médiatisée. Alors, arrive un changement en 2008, c'est l'audience devant la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction, c'est comme des mini-assises. Donc, il y a le magistrat instructeur qui est le président, 2 assesseurs instructeurs, il y a le ministère public qui est le parquet, il y a aussi les victimes qui sont là avec leurs représentants, donc leurs conseils, leurs avocats, et le psychiatre qui vient déposer son rapport devant la chambre de l'instruction, comme devant les assises, en disant pourquoi il y a abolition du discernement et pourquoi on ne peut pas juger ce patient.
Et donc, c'est important, c'est un moment où la famille des victimes, les victimes peuvent comprendre pourquoi l'abolition est là. Et c'est une audition qui est longue. Tous les experts sont tenus de se présenter, de faire le débat à l'oral et de vraiment argumenter pourquoi ils ont aboli le discernement. Alors, il y a cette audition qui est une audition publique comme une mini-assise. Et il y a aussi, on ne fait plus de non-lieu, on déclare une irresponsabilité pénale et s'il y a des charges établies et suffisantes envers l'auteur qui est malade mental, on prend des mesures de sûreté. On peut aussi appliquer à ce malade, à ce patient, des dommages et intérêts. Généralement, les patients n'ont pas beaucoup d'argent, mais c'est la CIVI, la chambre d'indemnisation des victimes, qui indemnise quand même sur le plan civil les victimes et les mesures de sûreté. Les mesures de sûreté, ce sont les soins à la demande de représentants de l'État judiciaire et donc pour dangerosité psychiatrique, parce qu'il y a abolition du discernement. Et donc, ces mesures de sûreté sont associées par une double expertise pour changer la mesure de soins sans consentement, double expertise par deux experts qui font des expertises à un moment différent et qui ne doivent pas être rattachés à l'établissement de soins où le patient où le sujet était condamné, donc ce patient qui était reconnu 122.1. Donc, mesure de sûreté et dommages et intérêts, et on ne fait plus des non-lieux, on déclare une irresponsabilité pénale et on passe devant la chambre de l'instruction. Donc, mouvement de pénalisation de l'irresponsabilité pénale. Est-ce qu'on va vers une pénalisation de la folie? Donc, Paul Bensoussan a fait une revue Agi pénal dessus. Alors, malgré l'incompréhension de l'opinion publique, c'était la loi de Sarah Halimi. On a créé des structures un peu pour donner bonne conscience aux juges, donner bonne conscience aux psychiatres. Ce sont la création des prisons hôpital, double casquette. Ce sont les UHSA, les unités d'hospitalisation en soins avancés. Donc, c'est de la détention, mais avec un hôpital, avec une structure psychiatrique pour soigner ces malades qui sont fous ou ces auteurs de crimes qui sont atteints de troubles mentaux. Donc, il y a certains experts, j'en fais pas partie et je le dis clairement et j'ai pas peur de le dire, c'est de dire oui, il y a une vertu thérapeutique du procès et de la sanction pénale. C'est-à-dire que une fois que nos patients qui ont été délirants ou totalement abolis, si on les condamne, ils seront moins malades. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais certains experts le pensent. Et moi, je pense plutôt à demi-fou, double peine. Pourquoi double peine? Parce que quand ils ont l'exemple type, c'est Romain Dupuis, mais il y en a beaucoup. Quand ils ont fait un homicide, un parricide, un infanticide sous empire d'une force ou d'une contrainte qu'ils n'ont pas pu gérer ou contrôler et qu'ils étaient abolis au moment des faits, ben, ils restent pendant des années et des années en UMD, en hôpital psychiatrique, et les experts sont vraiment pas très chauds pour les faire sortir. Donc, vous voyez qu'à demi-fou, double peine. Alors, l'affaire Halimi, et j'ai encore une ou deux slides et je termine. Tout le monde connaît cette affaire, 2017. Donc, Sarah Halimi se fait poignarder par son voisin. Son voisin avait pris des substances psychoactives, notamment beaucoup de cannabis. Et donc, il a été reconnu irresponsable pénal par l'arrêt de la chambre de l'instruction, comme je le disais tout à l'heure. Il est passé devant la chambre de l'instruction et il y a eu plusieurs expertises qui l'ont reconnu aboli. Un seul expert l'a reconnu altéré à cause de la consommation de cannabis qui était antérieure. Et donc, émoi général, émoi sociétal, Macron lui-même, le président, avait dit il y a un besoin de procès pour juger l'auteur de l'homicide de Sarah Halimi. Et là, les juges levaient de boucliers. Le président de la République ne doit pas intervenir dans le jugement et la Cour de cassation a été sollicitée. Alors, les moyens soulevés pour revoir ce jugement étaient que Traoré avait consommé volontairement des stupéfiants qui sont prohibés par l'article L342-1 du Code de la santé publique, et ça constitue un comportement qui était un comportement fautif
dispositif qui exclut l'irresponsabilité pénale. Réponse de la Cour de cassation, c'est que non, il était délirant, il était aboli, il n'a pas consommé les toxiques en vue de tuer Sarah Halimi. Et donc, la Cour de cassation n'est pas revenue sur le jugement du meurtrier de Sarah Halimi. Alors, devant ce brouhaha et devant cette non-compréhension de l'opinion publique, on a demandé un rapport pour est-ce qu'on doit réformer l'article 122.1, oui ou non. On a demandé à Dominique Rambourg, on a demandé à Philippe Houillon, et ça a été commandité par le garde des Sceaux lui-même. Est-ce qu'on réforme, oui ou non, le 122.1? Le rapport, qui faisait plusieurs centaines de pages, a conclu, pour vous la faire court, on ne touche pas au 122.1. Il est recommandé de conserver la rédaction actuelle de l'article 122.1 et de ne pas le modifier. Malgré tout, malgré ce rapport qui a été fait, le 122.1 est réformé. Et donc, la loi est sortie le 24 janvier 2022. C'est la loi 2022-52. Elle dit quoi, cette loi? Quel est le sens de cette réforme? On exclut l'irresponsabilité pénale. Donc, en fait, on ne peut pas être reconnu irresponsable au sens de l'article 122.1 lorsque l'abolition du discernement provient de la consommation, attention, volontaire. C'est-à-dire, si moi, je te drogue, Amine, dans une soirée et tu fais un acte médico-légal, tu n'es pas responsable. On garde les responsabilités. Mais si toi, volontairement, tu t'es drogué, donc tu es responsable. Donc, une consommation volontaire est dans un temps très voisin du passage à l'acte et criminel, de l'action, et avec des substances psychoactives dans un but de commettre un délit, un crime. Alors, c'est quelqu'un qui s'est délibérément intoxiqué dans le but de commettre une infraction, dans le but de faire un crime, et il ne peut pas être reconnu irresponsable. On donne l'exemple le plus commun, c'est un passage à l'acte terroriste, des terroristes qui consomment du Captagon. Ils ne peuvent pas être reconnus irresponsables au sens de l'article 122.1 du Code pénal. En réponse au meurtre de Sarah Halimi, donc 2 infractions sont alors créées. La première, c'est qu'il faut réprimer le fait pour une personne qui s'intoxique délibérément avant de perdre tout discernement. Donc, en fait, on tourne autour du pot. Si on consomme dans le but de faire un acte, on n'est pas reconnu irresponsable, même si on est délirant, même si on décroche de la réalité. Et donc, quand il y a passage à l'acte, la même peine de réclusion criminelle s'applique aux personnes qui ont consommé comme des personnes qui n'ont pas consommé. Alors, qu'est-ce qu'il dit le décret? Vous savez, il y a toujours en France une loi qui sort, elle est sortie en janvier, et le décret, c'est un décret pour expliquer l'application de cette loi. Et là, c'était un lever de tollé, parce que le décret, il disait aussi, si les schizophrènes qui sont informés que leur traitement est nécessaire arrêtent leur traitement spontanément, ils sont responsables, parce qu'en fait, ils ont arrêté d'une manière volontaire le traitement de la schizophrénie, et ainsi, ils ont commis un acte, même s'ils étaient délirants. Et là, tous les syndicats de psychiatres de France, on a été consultés en tant que section psychiatrie légale, et on a dit, mais c'est n'importe quoi, parce qu'au cœur de la schizophrénie, c'est la non-introspection des troubles, c'est la non-adhésion au traitement, et on ne peut pas condamner des malades mentaux pour leurs propres symptômes, parce qu'en fait, ne pas observer, ne pas savoir ignorer, ne pas avoir d'insight fait partie de l'évolution de la maladie mentale. Et donc, après ce décret, on a eu une lettre d'excuse, donc avril, donc la loi en juillet, le décret en avril, et en mai, il y a eu une malentendue avec une lettre doublement signée des 2 ministres de l'époque, le ministre de la Santé et le garde des Sceaux, en disant « Oh là 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 là, on ne touche pas à ça et on ne peut pas condamner un schizophrène qui a arrêté son traitement ». Donc,
pour terminer, franchement, on a changé le 122.1. C'est beaucoup plus de difficultés pour les experts en toxicologie, les experts psychiatres, pour reconnaître est-ce qu'il a consommé ou qu'il n'a pas consommé. C'est vraiment, on s'arrête les cheveux. Et restons quand même cohérents, droit dans nos bottes. Nous sommes des médecins, nous sommes des psychiatres qui défendons les malades mentaux. Les malades mentaux ne sont pas des malades dangereux. La dangerosité qui est créée par le trouble mental, par la maladie mentale, est une dangerosité infime. Et donc, il y a quelques cas qui défient la chronique parce que le crime est, comme la schizophrénie, marqué par le sceau de l'étrangeté et on ne comprend pas pourquoi ce crime est tellement désorganisé que l'émoi de la société font qu'on change. Il y a une pression médiatique pour changer les lois. Arrêtons de ne pas protéger nos patients. Donc, il y aura d'autres faire et notre rôle reste de rester dans la défense de nos malades mentaux parce que nous sommes une société qui respecte aussi l'individu dans ses différences et dans sa maladie mentale et ces individus méritent le soin et non pas le droit commun et la punition. Merci. Merci Nidal, c'était très clair et très important hein, d'appuyer sur ce sujet. Moi, j'ai une conclusion, une moralité, il ne faut jamais légiférer à chaud et encore moins sous la pression d'un fait divers, même s'il est horrible ce fait divers. Hein. On a dans l'histoire toujours des situations de cette nature. Forcément, c'est parti d'une bonne intention. Hein. Ben, c'est cruel hein, d'assassiner une dame comme ça et on voit bien que la personne a consommé tout ça. Pour la petite histoire, moi, j'avais été auditionné par le Parlement pour la modification de la loi 122 sur le volet cannabis. Et très honnêtement, je sentais qu'ils allaient partir sur une voie qui est une voie glissante. Hein, parce que là, dès que tu bouges un système qui est millimétré, il y a des conséquences qui apparaissent à l'application de la loi. C'est ce que tu viens de décrire. Bon, écoute, on a mangé notre temps. On a même dépassé de 2 minutes. Je n'ai pas eu de questions te concernant. Donc, tu as été beaucoup plus clair que moi. C'est tant mieux. Et je vais te laisser peut-être à avancer sur le diaporama hein, pour des informations importantes. Hein, merci. Alors, merci de nous suivre. Vous avez le compte de la FPBN. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on peut voir le replay? Oui, sur le site de la FPBN. Ouais. Et il y a des comptes X, parce que maintenant, ça s'appelle plus Twitter, c'est X, où on poste et on tweete plus. Amine est très actif, moi aussi. Donc, vous pouvez nous suivre pour une veille et sur l'addiction et sur la psychiatrie légale sur X. Et pour terminer, vous pouvez vous associer aussi à la FPBN. Et je vous rappelle… Adhérer, il faut adhérer surtout. Oui, adhérer, c'est ça. Et donc, l'annonce. Je vous annonce que les webinars de la FPBN continuent, se poursuivent. Le prochain, c'est le jeudi 12 octobre sur les troubles neurologiques fonctionnels à travers les âges. Et il y a à peu près un webinar par mois. Suivez l'actualité de la FPBN et on vous remercie pour votre écoute. On était beaucoup bavards. C'était un plaisir, Amine, de te voir. Merci, Nidal. Et dire que le programme 2024 vient bientôt arriver, hein, parce que comme évidence, et la FPBN et le bureau va nous solliciter pour adresser un certain nombre de thèmes qu'on vous soumettra. Voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, et puis bon après-midi. Au revoir, Amine. Merci beaucoup. Salut, ciao.